Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Dehors, il ne fait pas très beau et donc on va amener un peu de soleil dans ce monde. Je voulais vous parler aujourd'hui, alors ça va être plutôt une vidéo témoignage, mais qui va découler sur quelque chose qui, j'espère, pourra vous aider, vous apporter une aide, si ce n'est une aide, au moins une réflexion. Je vais vous parler un petit peu de ma vie, du coup, mais pas forcément tout. Euh, Comme vous le savez, j'ai travaillé, enfin comme vous le savez, non peut-être pas, j'ai travaillé pendant 17 ans chez Peugeot Citroën, donc de 2000 à 2017. Euh, c'est un monde assez compliqué, l'industrie, je vous l'avoue. C'est un monde passionnant techniquement, enfin en tout cas ça l'était, ça devient de moins en moins, c'est un peu pour ça aussi que j'en suis parti. Mais c'est un monde très difficile, c'est un monde que je nommerais comme un monde d'hommes, pas dans le sens où il y a des hommes partout, et encore que, mais surtout dans ce mode de fonctionnement masculin qui est là. Il n'y a pas beaucoup de place à l'émotion, au social chez Peugeot Citroën, qui maintenant s'appelle Stellantis, et c'est encore pire depuis. Moi qui suis, en tout cas hypersensible, vous imaginez un petit peu ce monde dans lequel j'étais. Je suis rentré en 2000. À partir de 2004, j'ai commencé à avoir de vrais soucis psychologiques, je dirais, mais qui partaient sur le physiologique forcément, puisque le psychique a un impact sur le corps. Et j'ai commencé à faire donc des crises d'angoisse. Dans ce monde industriel, en fait, il faut bien se rendre compte que vous créez en fait à certains postes des personnes indispensables, j'ai envie de dire. Donc, en fait, on vous presse assez fort. Je donnais des exemples des usines qui sont à l'arrêt parce que vous n'êtes pas là. Quand vous pensez qu'une usine peut être à l'arrêt parce qu'une personne n'est pas là, vous comprenez un petit peu tout le problème derrière. Euh, le fait que du coup, quand vous arrivez pour remettre en route, il faut que vous expliquiez pourquoi c'était en panne. Donc c'est assez anxiogène quand même. Euh, c'est une société qui fait que quand il y a une panne, par exemple, vous devez trouver une solution à la panne. C'est pas toujours évident parce que parfois la panne est due à une erreur humaine. Et l'erreur humaine, malheureusement, on pourra mettre tout ce qu'on veut en place, ça la résout, enfin, ça ne n'empêchera pas d'arriver. Donc voilà, donc c'est un monde assez stressant. Euh, donc j'ai fait ça dans ma tendre jeunesse, dans mes premières années de travail, pendant 17 ans quand même. J'ai eu donc ces crises d'angoisse qui étaient très pénibles. J'ai vécu là-bas du harcèlement. euh, Harcèlement, même je ne vais pas jusqu'au mot harcèlement, j'irai plutôt sur le côté toxicité, à plusieurs reprises, que ce soit par des collègues, que ce soit par des responsables. Donc tout ça, ça fait beaucoup pour moi, ça a fait beaucoup pour moi. Je trouvais en fait mon échappatoire dans mon métier qui me passionnait et qui est devenu de plus en plus passionnant. Je suis une personne, je ne sais pas si c'est rare, mais en tout cas, je peux dire que j'ai été une personne qui a connu quelque chose d'incroyable chez Peugeot Citroën. Euh, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, mais quand même un peu. J'étais spécialiste laser, soudage laser. Donc les voitures, il y a plusieurs étapes de fabrication. Ce qu'on appelle l'emboutissage, c'est-à-dire qu'on prend les pièces, les tôles d'acier, d'aluminium ou autre, en rouleau, et on va les dérouler, et on va les couper, et on va les mettre dans une certaine forme. Dans la voiture, il y a plein de pièces, énormément de pièces, on s'en rend pas compte quand on voit une voiture, mais il y a beaucoup, beaucoup de pièces métalliques. Et ces pièces métalliques, il va falloir les assembler ensemble. Et pour les assembler, on va utiliser des méthodes de soudage. Donc il y en a plusieurs. Celle qui est la plus connue, c'est ce qu'on appelle le soudage par point. Donc c'est une pince qui vient fermer, il y a un courant électrique qui passe
et ça soude les deux pièces ensemble. C'est ce qui est le plus connu, c'est ce qui est connu depuis très longtemps, je dirais. Il y en a d'autres, il y a l'arc par exemple que les gens connaissent, qu'on peut avoir à la maison, de souder avec une torche justement, et un métal d'apport qu'on va souder. Voilà. Et donc il y avait le laser, mais le problème c'est, enfin le problème c'est pas le problème, c'est quand j'ai commencé, il n'y avait pas du tout de soudage laser chez PSA. Et donc j'ai vraiment connu l'intégration de ça et jusqu'au fait qu'aujourd'hui il n'y ait pas beaucoup d'usines où il n'y a pas de laser. Donc imaginez un petit peu ce que ça demande en termes de connaissances, mais aussi ce que ça demande en termes de social, parce qu'il faut arriver à faire en sorte que les usines acceptent ça, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a un ordre qui est donné d'en haut, mais arriver en bas, c'est plus compliqué. Et moi, j'étais au milieu de tout ça, et je devais installer ça, notamment sur la 208, pas celle de maintenant, mais l'ancienne à Poissy. Pourquoi je vous fais ce lien-là? Parce qu'à ce moment-là, bah, il y avait beaucoup de tension sur moi, beaucoup de pression, et c'est là que j'ai lâché. J'ai lâché pour plusieurs raisons, mais j'ai lâché fort. Euh, je me rappellerai toujours quand je suis allé voir mon médecin qui m'a dit bon bah pour ton mal de dos, parce que j'avais le dos bloqué, c'est ce qu'on va faire, on va donner des séances de kiné. Pour la dépression que tu as, on va voir. Là, quand tu as été donné un mot là-dessus, ça faisait déjà 7 ans que je cherchais d'où venait le problème et 7 ans qu'on n'arrivait pas à me dire d'où il venait. On me disait c'est dans ta tête, mais pour moi ça veut rien dire c'est dans ta tête. C'est dans ta tête, pour moi c'est tu imagines des choses. Alors qu'en fait ce que voulait dire le médecin à l'époque c'est dans ta tête, c'est va travailler avec un psy. Mais comme moi je suis issu d'une famille où on ne travaille pas sur soi, ou quand on travaille sur soi, enfin si on doit aller voir un psy grosso modo c'est quasiment qu'on est fou. Donc on va pas voir de psy, donc on prend à la limite du Doliprane. Euh, mais du coup, bah, moi, c'était une découverte. Et c'est là que j'ai rencontré la psy qui m'a accompagné et l'hypnose, bien évidemment. Donc je remercie encore ce moment d'avoir existé, parce que du coup, ça m'a permis d'aller vers l'hypnose et d'en faire un métier aujourd'hui. Euh, mais elle m'a donné aussi ce qu'on appelle des antidépresseurs. Euh, les antidépresseurs, c'est quelque chose qui vous stabilise effectivement. Donc c'est vrai que quand j'en prenais, j'étais stable, j'étais bien. J'ai travaillé sur moi longtemps, d'ailleurs je continue encore maintenant, mais j'avais toujours quelque chose qui me taraudait, c'est que pour moi, euh, prendre des médicaments c'est bien quand on en a besoin, mais quand on n'en a plus vraiment besoin, c'est bien de savoir arrêter. Et j'ai pas su arrêter, en tout cas pas la méthode telle qu'on me la prodiguait. On m'a dit tu auras ça à vie vu comment tu es. C'est plutôt pas très encourageant, surtout quand on connaît mon caractère. J'ai beaucoup de mal à accepter cette phrase tu auras ça à vie. Pour moi, c'est il y a un problème quoi, ça crée un bug, c'est pas normal pour moi, on doit pas vivre avec un médicament à vie sauf si on a une pathologie vraiment assez grave euh, et qui requiert effectivement les médicaments. Là, je discute pas. Mais moi, pour moi, j'avais pas de pathologie à ce point-là. Et donc, ça me paraissait logique de pouvoir arrêter à un moment. Bien sûr, quand j'ai essayé d'arrêter avec toujours l'avis de professionnels de santé qui étaient d'accord sur le fait que je pouvais arrêter, mais je n'arrivais pas à arrêter. Et puis, au hasard de la vie, j'ai découvert la naturopathie, et la naturopathie m'a donné des informations déjà sur moi, et m'a permis effectivement d'arrêter. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir une complémentarité, c'est-à-dire d'avoir la médecine telle qu'on l'a aujourd'hui, qui aide, qui fait du bien, et d'avoir des thérapies alternatives qui complètent cela et qui permettent justement de travailler ensemble et de trouver des solutions. Parce que le but, c'est ça en fait, le but de tout ça, c'est de trouver une solution. Euh, Elle m'a mis en avant que j'avais une colopathie, oui, ce qu'on appelle en fait le syndrome de l'intestin poreux. Euh, L'intestin poreux, je ne ferai pas des cours ici parce que voilà, je vais caricaturer un peu la chose, mais c'est que mon système, mon organisme n'absorbe pas certaines choses et les fait partir en fait. Et du coup, il n'a pas tout ce qu'il faut. Donc elle a travaillé beaucoup là-dessus.
Euh, et j'ai arrêté les antidépresseurs en un mois, je crois. Oui, en un mois. En fait, j'ai vraiment eu ce truc d'un seul coup de me mettre devant et de me dire qu'est-ce que je prends aujourd'hui comme dose et finalement de me dire bah non, j'arrête en fait. J'ai arrêté, c'était la première étonnée, ma naturo. Elle m'a dit attends quand même un peu, je crois que ça faisait 15 jours que ça allait. Elle me dit attends un peu, on va attendre un mois quoi. Et puis au bout d'un mois ça allait toujours. Et aujourd'hui ça fait 2 ans. Euh, Depuis du coup, j'ai une vision que beaucoup partagent, que d'autres discutent. Donc moi, je suis pas là pour dire une vérité, hein. Je suis là pour dire un peu ce que je vois, ce que j'observe sur moi. Et comme ça marche sur moi, j'ai envie d'en parler, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Euh, mais j'observe vraiment que mon ventre est quasiment mon premier cerveau. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, c'est mon ventre qui me le dit avant tout. Euh, et j'ai pu l'observer là, dernièrement, parce que j'ai fait une détoxification du foie. J'ai retrouvé certains symptômes de ce que j'avais quand j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. J'ai retrouvé les angoisses, pas forcément au même niveau, parce que je pense qu'il y a plusieurs couches aux angoisses. Il y a ça, et puis après, il y a peut-être, enfin, il y a peut-être, c'est pas peut-être, c'est, il y a aussi le mental et votre situation dans la vie qui fait que ça amplifie sans doute les angoisses et ça leur donne un côté pire, entre parenthèses. Mais en tout cas, j'ai pu observer clairement, et ça c'est assez impressionnant, la force de ça. Et je voudrais revenir aussi et complémenter un petit peu ça. Je pense que le ventre impacte le cerveau, impacte notre état mental, et même sur ce qu'on appelle les troubles en fait. Alors j'aime pas trop ce mot-là parce que bon, bref. Les troubles de l'attention par exemple, les 10, les troubles 10 par exemple aussi. Je pense au niveau du haut potentiel aussi, ça joue énormément, ça amplifie la chose, et pas dans ce qui est forcément cool, plutôt dans ce qui est assez pénible, j'ai envie de dire. Ça va vous empêcher effectivement de vous concentrer. Donc déjà, quand on a un trouble de l'attention, c'est forcément assez compliqué. Euh, Ça va amplifier aussi les ressentis, donc sur la sensibilité, on va avoir les sens beaucoup plus perturbés. Euh, et puis physiquement, bien sûr, ça va vous mettre mal. Donc du coup, il va y avoir des angoisses qui vont venir parce que vous allez commencer, si vous avez tendance déjà à imaginer des choses, vous allez commencer à vouloir ressentir votre cœur parce qu'il ne bat pas comme d'habitude, euh, avoir des vrais, oui, des paniques. Moi, j'ai la chance d'avoir fait un gros travail sur moi et d'avoir compris pas mal de mes fonctionnements. Mais quand on n'a pas forcément fait de travail sur soi, quand on va vivre ce genre d'événement, on va se demander ce qui se passe. Alors, la première chose, et ce sera toujours à faire, allez voir un spécialiste de santé, allez voir un médecin, allez faire des analyses si vous en avez besoin. Vraiment, écoutez-vous, hein. Écoutez-vous parce que les crises d'angoisse aussi, il y a ça. C'est-à-dire que si on les écoute, ça va. Mais si vous allez voir un spécialiste de santé et qu'il ne vous trouve rien, cherchez. Cherchez par vous-même. Cherchez par ce qui vous vient, en fait. Souvent, j'aime bien parler de ça, mais de l'intuition. Tiens, d'un seul coup, je sens que je devrais aller voir une nutrithérapeute, par exemple. Allez-y. Tiens, je sens que j'aurais besoin d'aller voir un ostéopathe. Allez-y aussi. Voilà, il ne faut pas hésiter à s'écouter et à faire les choses qui sont bonnes pour vous. Les spécialistes de santé ne le feront pas forcément. Je dis bien forcément, mais ce n'est pas une généralité, c'est forcément. Mais allez vraiment vers ce qui vous fait du bien et faites en sorte que ce soit complémentaire, justement. Mais du coup, je voulais aussi. Cette petite vidéo, elle était longue et peut-être que vous ne voyez pas où je veux en venir. Mais je voulais en venir justement jusqu'aux troubles, euh, à ces fameux troubles là qu'on peut ressentir, à ces neuroatypies. Euh, Pensez bien que si vous êtes parent et que vous avez des enfants qui sont diagnostiqués avec ces neuroatypies, parce que c'est de plus en plus fréquent,
Euh, alors pourquoi? On pourra y trouver plusieurs raisons. Peut-être qu'avant on ne détectait pas autant ça qu'aujourd'hui, ce qui est sans doute vrai. Aujourd'hui on a accès à l'information et on sait que ça existe. Donc du coup on va potentiellement se dire tiens j'irais bien faire tester. Ou alors ça peut être l'école aussi qui préconise d'aller tester. Donc c'est très bien. Moi pour moi c'est bien de tester. Après, ce que je vois et ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas derrière un travail fait avec l'enfant pour l'aider, notamment quand on parle de troubles de l'attention ou d'autres choses, bien évidemment aussi. Mais le trouble de l'attention, ça peut être très pénible en fait. Euh, on donne effectivement de la Ritaline et ça calme l'enfant, et tant mieux. Mais on ne lui donne pas forcément ce qu'on appelle en PNL sa carte du monde, c'est-à-dire c'est quoi ses caractéristiques. Et il y a une chose qui est évidente, c'est la nutrition. Pour moi, la façon de s'alimenter, je ne sais pas si elle amplifie, je ne sais pas si elle crée des troubles de l'attention, par exemple, mais je pense qu'elle en amplifie le phénomène. Et qu'on peut justement atténuer, en tout cas, ce trouble grâce à sa façon de se nourrir. Je donne un exemple parce que, en fait, je ne pourrais pas vous donner des règles qui fonctionnent pour tous, dans le sens où on est tous différents. Justement, moi par exemple, j'ai donc cette colopathie, tout le monde ne l'a pas, donc j'ai moi une particularité, et du coup quand je travaille sur moi, c'est aussi dans cet axe-là, donc bien évidemment je vous dirais, allez voir des spécialistes et faites justement cette analyse si vous le sentez par rapport au ventre. Mais par exemple, il y a des choses qui sont évidentes, c'est d'éviter de faire des repas trop lourds à midi par exemple. Parce que quand l'enfant va aller en cours après, on connaît tous hein, l'école et les cours, on a déjà une tendance à avoir du mal à se concentrer quand on n'aime pas une matière. Donc imaginez quelqu'un qui aurait en plus un trouble de l'attention, ça va amplifier la chose. Et imaginez quelqu'un qui sort du repas, il faut comprendre que quand on mange des choses assez lourdes, bah, du coup le système organique il met toute son énergie dans le ventre pour arriver à digérer ça. Donc il n'y a plus grand chose qui reste comme énergie pour le cerveau. Donc du coup c'est là que le trouble va pouvoir s'amplifier. Donc par exemple c'est de faire des repas au midi, plutôt des légumes, en tout cas beaucoup plus light. Alors après, c'est pas toujours évident parce que la cantine, on connaît tous ça. Je sais pas si ça a changé, mais on met plutôt en avant les steaks frites. Bon, c'est pas le steak frites qui va vous aider à être bien l'après-midi. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Après, les autres choses, c'est aussi équilibrer les repas, c'est-à-dire avoir un petit déjeuner très copieux pour pas avoir la fameuse dalle de 10 heures. Euh, voilà, ça peut être aussi d'avoir des amandes, par exemple, des noix pour amener du magnésium et des choses comme ça. En fait, il y a plein de choses à savoir sur la nutrition. Et je ne suis pas ici un spécialiste de la nutrition, donc je vous laisserai aller voir des gens. Mais vraiment, je vous avoue que cette vidéo, elle est partie un peu dans tous les sens. Mais voilà, s'il y avait vraiment un message que je voulais passer, c'est quand vous avez vous-même, parce que vous pouvez avoir aussi vous-même, hein, on peut être détecté très tard, et que ça soit passé toute notre enfance sans qu'on s'en rende compte, ou alors vos enfants, s'ils ont ce genre de choses, pensez de manière globale. Voilà, c'est ce que je dirais, c'est ce que je dis toujours, pensez de manière globale. Euh, Par exemple, il y a des symptômes. Par exemple, un enfant qui a un trouble de l'attention va avoir une tendance à aller vers des addictions. Ne pensez pas que cette addiction. C'est-à-dire que l'addiction, c'est le symptôme de quelque chose. Travailler en amont. Vraiment, quand on a un trouble, il faut travailler sur tout ce qui se passe dans la journée, comment notre journée est faite, d'avoir des astuces justement pour pouvoir apprendre plus facilement. Euh, des astuces très simples que je connais et auxquelles personne ne pense. Mais vraiment, c'est une restructuration en fait de soi dans la globalité. Et je ferai quand même le lien avec ce que je vous ai raconté depuis le début, parce que si en 2000, quand j'ai commencé à travailler, j'avais eu toutes les informations que j'ai aujourd'hui, forcément, les choses ne se passeraient pas de la même manière dans mon travail. Je mettrais en place des choses qui me permettraient de me sentir bien au global.
Après, c'est vrai que ça demande du temps et que quand on travaille, on n'a pas forcément le temps. Mais c'est un peu comme le sport. Le sport, tant qu'on n'a pas commencé et qu'on ne s'est pas lancé dedans, on va pas sentir les bienfaits tout de suite du sport. Par contre, quand on va en faire, puis en refaire, puis en refaire, puis en refaire, on va commencer à se sentir bien, on va libérer toutes les endorphines, toutes les choses comme ça, et on va se sentir super bien et on va avoir envie de continuer. C'est pareil avec toutes les choses du quotidien que vous mettez en place. Ça peut paraître un peu contraignant, mais ça vaut le coup vraiment dans le temps. Et par rapport après à un enfant, la différence c'est quand l'enfant est détecté et encore plus dans l'adolescence. Dans l'adolescence, il se passe énormément de choses dans le corps, on s'en rend pas compte, mais ça perturbe complètement tout le corps. Donc quand on va rajouter ça, ça va être encore plus contraignant pour l'enfant. En tout cas, il va le ressentir de plus en plus contraignant. Donc il faut vraiment voir avec lui ce qui est à mettre en place, ce qui lui plaît, ce qui peut l'aider, et puis voilà des petits rituels quotidiens à faire. Et puis la phrase j'ai pas le temps, moi je l'aime pas parce qu'en fait on a toujours le temps. C'est pas une question de pouvoir, c'est une question de vouloir. Euh, vous vous posez pas la question par exemple du temps que vous passez à regarder votre téléphone. Imaginez, je sais pas, il y a des études qui ont dû être faites du temps qu'on passe sur son téléphone. Si à la place de passer ce temps sur ce téléphone où vous êtes, vous méditiez par exemple, bah, vous verriez que vous gagnerez déjà du temps pour le faire et que vous le ferez avec plaisir. Voilà, ça me paraissait important de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que bah déjà je rencontre de plus en plus d'enfants qui présentent des troubles et des enfants qui sont un peu lâchés dans la nature, c'est-à-dire qu'on les a détectés et c'est très bien de les détecter, mais qui derrière se sentent démunis, ne savent pas quoi faire. Alors peut-être que ils n'ont pas été bien orientés justement par la personne qui a détecté, ou peut-être que c'est complètement autre chose, ils n'ont peut-être pas entendu, ils n'ont peut-être pas pris compte, ils ne savent pas trop qui aller voir du coup après. Euh, et donc là, il y en a qui viennent me voir et je vais les aider, mais du coup, voilà, vous n'êtes pas seul face à ça. Et puis, bah, comme j'ai bifurqué quand même, c'est pareil hein, sur l'hypersensibilité, sur ce rapport justement du ventre aux émotions et à l'esprit et aux angoisses. Croyez bien que c'est très important. Et moi, si cette vidéo peut vous permettre d'avoir compris ça et de tester des choses, de voir justement, n'hésitez pas d'ailleurs à venir me voir, hein, je pourrais effectivement vous donner quand même mon expérience. Vous voyez, les remontées gastriques, ça fait aussi ça, c'est aussi la colopathie, c'est pas agréable. Euh, donc, n'hésitez pas, voilà, je vous ferai part de mon expérience après. Elle n'est qu'une expérience, elle n'est encore une fois pas générale. Tout le monde ne peut pas forcément avoir les mêmes solutions à ces mêmes problèmes. Ça serait embêtant d'ailleurs parce que sinon je ferais plus ce métier parce que je pense que ce serait un peu ennuyeux. Euh, donc voilà, n'hésitez pas. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a permis je sais pas, d'avoir des solutions à des choses, d'avoir des éclairements. Ou peut-être que vous pensiez à rien et que du coup, d'un seul coup, ça vous aide. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.